Salut, moi c'est Olivier Benning, je suis le fondateur de Mensch et je t'aide, toi, dirigeant et entrepreneur visionnaire, à atteindre un autre niveau de performance et à exploser tes objectifs business en servant mieux tes utilisateurs. Abonne-toi, active la cloche, c'est parti. Aujourd'hui, je te propose un nouveau format et c'est Raphaël Yarassari, IARGO, qui a bien voulu essuyer les plâtres de cette première. Donc c'est un format au mode entretien. C'est un format long, mais Raphaël donne énormément de clés au cours de cet entretien. Bon visionnage ou bonne écoute. On se retrouve à la fin si tu tiens jusque-là. Aujourd'hui, je suis avec Raphaël, qui est au baptême du feu sur cette première interview. Donc merci à toi d'avoir accepté, c'est cool. Merci aussi à toi d'organiser ça. On va parler du sujet après, enfin du moins du thème. Est-ce que pour évidemment les gens qui ne te connaissent pas, s'il y en a encore en France, je ne sais pas, est-ce que tu peux rapidement te présenter, nous expliquer ce que tu fais? Alors, j'ai l'habitude de me présenter en disant que je suis UX, designer depuis, le dernier millénaire. Ouais. Voilà, donc je fais du design, de l'ergonomie, ça s'appelait comme ça avant, lié à tout ce qui est expérience utilisateur depuis, fort, fort longtemps. Voilà et j'ai créé un blog, sur, ces sujets-là qui est blocknote.yergo.fr, qui est un des seuls, blogs en français sur, l'expérience utilisateur. Voilà, Ouais, ouais, globalement. je confirme que ça fait partie des sources de base. Le blog de Raphaël, voilà, on se Voilà. nourrit tous de ce que tu écris. Voilà. Les articles sont très longs, je préfère prévenir tout de suite, hein. Il y a de quoi lire. Ah, je dirais pas C'est qu'ils sont dense. très longs, ça dépend des articles. Bon aussi, ouais, j'en ai fait un en janvier qui est un peu long. OK, il faut bien 45 minutes pour le lire. Ouais. Moi j'ai du mal, clairement avec, les articles un peu qu'on trouve, par exemple sur Medium où en fait ils sont super courts et en fait, je sais même pas si ça sert, à quelque chose pour les personnes qui les écrivent. Enfin plutôt pour moi ça les dessert plus que ça les sert. Ouais, j'avais vu passer un petit tweet là-dessus. Bah, allez lire le blog de Raphaël. Il y a de quoi faire, hein. Il écrit depuis longtemps. Donc, vous voulez de la source, allez-y gaiement. Le monsieur donne, donc c'est une bonne chose. On est encore très loin en fait d'avoir une espèce d'automatisme pour améliorer la vision d'entreprise, les stratégies, en replaçant l'utilisateur au centre. C'est quoi un petit peu ton sentiment là-dessus, Raphaël? Alors, mon sentiment là-dessus, il y a une petite part des entreprises qui ont une vraie maturité sur le sujet. On le voit, je vais prendre quelques exemples peut-être un peu bateaux, mais des entreprises comme BlaBlaCar, peut-être des entreprises, comme Orange, qui sont des grosses entreprises, des gros paquebots, mais dans lesquelles il y a une vraie prise de conscience de la nécessité de faire, du design et de l'expérience utilisateur. Ça reste encore pour moi une part minoritaire des entreprises. Il y a encore, pas mal d'entreprises qui sont complètement, en décalage par rapport à tout ça. C'est Nielsen qui parlait du niveau de maturité des entreprises avec, une échelle qui était sur, je crois 8 niveaux. Voilà, donc pour moi, il y a peut-être 10-20 des entreprises qui arrivent au niveau 7-8. Mais il y a encore une grosse part d'entreprises qui sont, complètement en dehors de ces stratégies-là. Je peux peut-être commencer avec 2 exemples. Un super récent, qui était sur un petit appel à mission où les gens demandaient de refondre, un parcours d'achat, notamment un tunnel de commande, en prévoyant un budget de 2 500 €. Donc en gros 3-4 jours de boulot. Donc c'était juste, complètement, à l'ouest en termes de volumétrie. Je pense que vu la complexité des choses, il fallait prévoir entre, allez, au minimum une vingtaine de jours de travail et plus précisément, je pense, plutôt quelque chose de l'ordre de la cinquantaine ou de la soixantaine de jours avec un ou 2, enfin je pense 2 intervenants minimum, plutôt un UX designer et un UI designer, sur ce type de projet. Parce qu'en plus, c'était pas forcément un truc, c'était pour de la vente de formation, donc c'est des choses qui sont un peu complexes avec des informations un peu, compliquées à saisir. Ouais. Heu, mais donc voilà, il y avait un décalage complet entre, la demande du client, le budget,
qu'ils envisageaient et le résultat attendu. Selon toi, qu'est-ce qui fait en fait que les entreprises n'arrivent pas à percevoir, à mettre les moyens au bon endroit? C'est un manque de culture d'entreprise, d'appropriation de la discipline? Là, dans le cas que je cite, je pense clairement que c'était un manque de compétences des gens qui avaient fait la demande, quoi, qui avaient fait le brief. Ouais. Qu'il aurait fallu les former et puis, leur faire prendre conscience voilà, de la problématique. Après, moi, ce que j'observe depuis longtemps dans les grandes entreprises, typiquement des entreprises type Orange ou comme ça, c'est qu'en fait, souvent les postes de management sont tenus par des gens qui ont fait des écoles de commerce ou des écoles d'ingénieurs. Et en fait, dans ces écoles, il n'y a pas de formation sur tout ce qui est facteur humain. Donc ils ne savent pas, comment s'y prendre par rapport à ça, ou ils essaient de le faire entrer dans des cases, entre parenthèses, techniques ou budgétaires, suivant leur domaine de Leur dominante, ouais. voilà, leur dominante, et ils ont beaucoup de mal avec ces process, liés au facteur humain, où le facteur humain, c'est un truc qui varie, quoi, dont on n'est jamais sûr à 100 quoi. C'est toujours, voilà, facteur humain, c'est vrai à 95 quoi, en gros. Heu, On est entre d'accord. Toi, ta dominante, il est bon de le rappeler quand même. D'où tu viens? C'était quoi ton cursus à toi? Alors mes études au dernier millénaire, j'ai fait de la psychologie sociale et cognitive, Ouais, et puis j'ai un DESS d'ergonomie. Voilà, ouais. que j'ai fait à Paris 5 avec, Jean-Claude Esperandio, qui était lui déjà très spécialisé sur tout ce qui était ergonomie des IHM, Mmh. avec, Christian Bastien aussi. Heu, voilà, Christian Bastien comme les critères de Bastien Il y a un Escapin. escapin, voilà. Il est un peu connu le monsieur, léger. Voilà, petite référence dans le domaine. C'est ouais, un peu, ouais. Mais voilà, ça c'est, ma formation de base, et puis après j'ai eu la chance de faire, à la fin de ces études, un stage, chez France Télécom R&D Ouais. avec, quelqu'un qui s'appelle Cédric Bertolus et qui m'a vraiment apporté une vraie connaissance sur, la conception des IHM, Mmh. donc les interfaces, homme-machine, humain-machine. Et vraiment cette culture, voilà, comment on conçoit une application, comment on conçoit un site, quelles sont les bases, quelles sont les règles. Donc ça, c'est vraiment ma formation de base, et puis après, ben, avec l'expérience, ça a pas mal évolué, notamment, sur tout ce qui est facilitation, co-conception d'ateliers, de choses comme ça, qui sont des choses qui sont plus apparues, je dirais, depuis une dizaine d'années. Tu me donnes l'opportunité de rebondir. On le voit beaucoup, sur le web, dans la proposition de services des collègues ou des agences, des consultants, enfin, tu appelles ça comme tu veux. On a l'impression qu'on est dans une grande tendance, tu sais? On peut le voir partout, co-création, intelligence collective, est-ce que pour toi ça reste, en gros du bullshit, tendance, on a mis un buzzword et en fait ça actionne aucune transformation, concrète? Tu as aligné 4 post-it en 3 jours et au final l'entreprise, elle perpétue éternellement en fait les mêmes erreurs? Ou est-ce que c'est quelque chose, c'est un bon signe, parce que peut-être que ça veut dire que les entreprises sont en train de mûrir, comme on faisait référence à l'échelle de maturité tout à l'heure. Tu as l'impression que c'est une mode, une tendance, ça, en 2019, voilà, c'est ce qui se vend en ce moment? Ou est-ce qu'on est peut-être en train de pivoter vers quelque chose de meilleur, en fait, pour les boîtes, mais pour les utilisateurs derrière? Je pense que c'est une tendance, forte et pas du bullshit, et ça répond justement, à la question de la formation et en Ouais. fait de la sensibilisation des différentes personnes à la prise en compte de l'utilisateur final dans les process de conception. Je pense que quelque chose qui si tu veux faire monter en maturité une entreprise, tu peux pas, avoir juste, des UX designers isolés dans un coin. Il faut nécessairement impliquer tout le monde dans ces processus, liés aux utilisateurs finaux. Et donc les ateliers de co-conception, les sprints, enfin tu peux le donner le nom que tu veux, Ouais. mais à partir du moment où tu rentres sur une démarche de conception centrée sur les utilisateurs et que tu impliques, tout ou une partie de l'entreprise dans cette, démarche, c'est là où tu vas gagner en maturité et en changement. Avec je dirais le stade final peut-être de cette chose-là, c'est quand tu commences à changer la structure elle-même de l'entreprise
pour mieux prendre en compte aussi bien tes clients, tes utilisateurs finaux, que tes salariés. Parce qu'en fait, il y a un moment où tu peux pas te dire voilà, j'améliore la vie de mes utilisateurs finaux et de mes clients sans améliorer la vie de tes propres salariés, quoi. Tu peux pas avoir ce décalage-là infiniment, quoi. Effectivement, là, je vois, évidemment que tu prêches un convaincu. Changer la vie de l'externe, changer la vie de l'interne, c'est très compliqué parce qu'il y a forcément un décalage. Est-ce que ça, c'est facile à faire prendre conscience en fait aux entreprises ou aux managers, hein, sans parler des PDG parce qu'ils ont autre chose à faire. Mais voilà, parce qu'on là, on parle carrément d'un changement dans d'autres domaines de vision, de stratégie. Et ça, très peu de personnes d'ailleurs ont conscience que la conception centrée utilisateur impacte en premier lieu la stratégie. Je vais revenir sur un petit truc que tu as dit là. En fait, les PDG, ils s'en foutent pas. Le PDG, il est très bien conscient qu'il va falloir faire évoluer son entreprise. Ouais. Et donc souvent, si tu as le soutien du PDG, je dirais presque c'est gagné. Sauf que, en fait, le problème, c'est pas le PDG, c'est souvent le management intermédiaire. Parce qu'en fait, le PDG, il sera toujours PDG où il aura toujours voilà, une vision d'entreprise, il aura toujours un rôle, il n'a pas peur, lui. Ouais. Les gens qui vont avoir des difficultés, c'est plutôt le management intermédiaire à qui tu vas retirer son petit pouvoir. Le manager intermédiaire, si tu lui enlèves ce rôle de manager, qu'est-ce qu'il va faire? Il ne sait pas trop, quoi. Si tu écoutes un peu toutes les entreprises, par exemple, qui sont passées en holacratie, les difficultés, elles ne sont pas forcément voilà, avec les PDG, elles vont être avec ce management intermédiaire qui perd son rôle, je ne sais pas, de directeur financier, de directeur DRH, de directeur de je sais pas quoi, de la photocopieuse. Ouais. Voilà. Enfin, dans le directeur de la photocopieuse, il n'y a pas trop de problèmes, en fait, généralement. Mais voilà, donc ces difficultés-là, elles vont plutôt émerger avec le management intermédiaire. Ou ce que j'ai rencontré aussi récemment, c'est comment dire, des gens qui voulaient faire de l'expérience utilisateur, mais pas trop, quoi. Ça, c'était plutôt dans des startups, par exemple, Ouais. où comment dire, il y avait voilà, des gens qui m'avaient embauché pour faire travailler sur l'expérience utilisateur, et puis en fait, ils contrôlaient tout mon boulot et ils ne me faisaient pas confiance. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai rencontré aussi récemment. Et voilà, on veut faire de l'expérience utilisateur, mais pas trop. Et en fait, on a quand même une idée bien précise de la réponse. Donc en fait, voilà, on n'est pas trop capable de le faire. Et comme je l'entends là, c'était en gros, il cherchait une espèce d'alibi. On a fait de l'UX, on a eu un expert, on a eu Raphaël qui a bossé dessus, mais en fait, on fait tout pour que ça confirme nos hypothèses. Ça en était presque là, parce que moi je l'ai vécu ça, hein, en gros. Débrouille-toi pour que les utilisateurs soient alignés avec notre vision. Je fais, c'est l'antithèse de ce que tu me demandes de faire en fait, donc c'est magnifique. Est-ce que tu en étais là presque ou... Oui, voilà, c'était ça. Ouais. Voilà, c'est le biais de confirmation. Voilà, Ouais, il faut que ça confirme juste les hypothèses qu'on a émises. super. C'était un peu ça. Donc Effectivement. super valeur, j'imagine, Ouais. pour la boîte. Là, on parle rarement de retour sur investissement, mais là, il n'y en aura pas en fait. Ils ont dépensé. Là. Ta mission, elle a servi presque à rien au final. Elle a servi absolument à rien. Et je pense que c'est une boîte qui va aller dans le mur. C'est ce qui est affolant. En plus, c'était une start-up. Et donc, en fait, je pense que effectivement, c'est une start-up qui est morte née, quoi. Un des interlocuteurs que j'avais, c'était le fondateur de la start-up qui mettait bien sûr pas mal d'argent devant. Mais quand je lui ai dit continue comme ça, tu vas dans le mur et tu vas mourir, il m'a juste insulté et il n'a pas pris en compte les remarques que je lui avais faites. Donc je ne sais pas où c'en est aujourd'hui. Mais je pense que probablement, voilà, il ne va pas aller bien loin. Ça, c'est assez précieux, là, ce que tu viens de dire, de ne pas rester ouvert, justement, à la découverte, et plus de s'adapter, plutôt que d'essayer de confirmer la vision métier. Ça met en échec. Alors, quand tu as un grand groupe, tu as plus de capacité de résistance, parce que, bon, tu as perdu un budget, tu t'es planté, tu as perdu peut-être quelques dizaines de milliers, voire des fois plus. Quand tu es une Ouais. plus petite structure, ta vie s'arrête là. C'est des projets mornés, comme tu le disais. En fait, je pense qu'il y a aussi l'aspect, là par exemple, il y avait un aspect d'ego. Ça veut dire que peut-être la vision qui était au départ, il faut la mettre de côté et puis être capable d'écouter d'autres sources que son ego, quoi. Ouais. Il y a cet aspect-là qui joue pas mal. Il y a aussi une culture à acquérir autour de comment on conçoit des interfaces aujourd'hui, quoi. Comment on met en place des process qui vont faire en sorte que
que ça fonctionne et que chacun puisse faire son boulot. Ce qu'on voit par exemple émerger avec tout ce qui est design system, mais au-delà du design system, on commence à parler maintenant aujourd'hui de design opérationnel. C'est comment tu fais de l'UX en flux tendu, quoi. Ouais. Voilà, donc ça, c'est aussi des questions qui commencent à émerger, qui ne se mettent pas forcément encore en place dans les entreprises ou qui se font de manière un peu, je dirais, informelle, sans dire, voilà, on met un processus de production de design. Et par exemple, c'est ce qui manquait dans cette startup là que j'ai essayé d'accompagner, c'est qu'ils n'ont pas voulu mettre en place le process de production que moi, designer, et puis même les développeurs et l'UX designer voulaient mettre en place. Voilà, ils sont restés sur un système de contrôle au lieu de dire hey, les gars, vous êtes compétents, vous savez bosser ensemble, on vous laisse bosser, vous nous tenez juste au courant de ce que vous faites et comment vous fonctionnez. Vous nous impliquez dans votre processus de conception, point barre. Par quoi on commence en fait pour essayer de pallier à cette résistance? Par quoi il faudrait commencer pour une start-up qui se lance ou pour un département dans un groupe qui a envie de faire les choses mieux? Bah, c'est là où on a tout ce qui est atelier de co-conception, quoi. Pour moi, en tant que designer, c'est le moyen que j'ai pour impliquer ces gens-là dans la conception. Voilà. Et qu'ils le Et là, comprennent. et qu'ils le comprennent, et au-delà de le comprendre, qu'ils le vivent, qu'ils comprennent les choix qu'on fait, qu'ils participent aussi à ces aspects de conception. Mais au lieu d'être dans un système de le chef décide des trucs qu'on fait, bah, c'est on fait ensemble et on décide ensemble. Voilà. Et chacun apporte sa pierre à l'édifice. Dans ces cas-là, c'est ce que je disais, c'est on a une perte de pouvoir, quoi. C'est le chef n'est plus le décideur. C'est juste, il apporte son point de vue, une brique à l'édifice et il participe à la conception, mais sans avoir un rôle de décideur. Tout à fait. Ouais, c'est ce qui est le plus difficile à gérer la plupart du temps. C'est d'arriver justement à identifier ça et essayer de lisser. Ça peut même créer des tensions un peu inverses. Par exemple, en décembre, là, j'ai fait des ateliers avec un groupe. Il y avait un directeur dans le groupe, enfin le directeur du service. Et lui, au contraire, il avait une attitude parfaite parce qu'il se mettait très en retrait et il prenait pas de décision. Et donc, en fait, c'était limite l'inverse, où ça créait un peu des tensions parce que les gens se disaient ouais, mais il devrait décider là. Et en fait, non, il prenait pas de décision. Il laissait le groupe, enfin, il me laissait gérer la facilitation et l'atelier de co-conception, quoi. Et donc, on arrivait à une solution qui a émergé du groupe sans décision de ce chef. Et c'est là où, voilà, à l'inverse, ça crée un peu des tensions parce que les gens s'attendaient à ce qu'il prenne ce rôle de décideur. Et en fait, il ne l'a pas pris. Mais la décision a quand même émergé, la solution a émergé. C'est aussi intéressant d'avoir ce type d'exemple-là. Dans certaines structures, tu es tellement habitué à te référer à ton N+1, bah, c'est son boulot, il décide, que des fois, peut-être que les équipes, elles sont un peu perdues. C'est super intéressant, ça, comme retour. Ils y sont parvenus quand même, donc ça, tu le confirmes. Bah oui, puis c'était un peu mon boulot de les faire On est bien parvenir. d'accord, ouais. On est bien d'accord. Sur l'expérience collaborateur, qu'on a évoqué tout à l'heure, quand on évoquait l'externe et l'interne, est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose? Je pense que les designers actuellement sont, enfin, de plus en plus sensibilisés à tout ce qui est éthique. J'en discutais avec des gens qui embauchent des designers. Et une des questions qui ressort le plus dans les entretiens, notamment sur un marché type marché parisien, qui est un marché tendu en termes du design, et ben en fait, c'est quelles sont les valeurs de l'entreprise et comment ça se traduit concrètement dans l'entreprise. C'est plus, voilà, tu peux plus dire ouais, l'entreprise elle a telle et telle valeur, et puis en fait, c'est juste du discours. Les personnes que tu embauches vont avoir de vraies attentes en termes de valeur de l'entreprise et de comment ça se traduit concrètement au sein de l'entreprise tous les jours. Tu ne peux pas travailler pour tes clients en leur disant on va améliorer vos conditions de travail sans améliorer les conditions de travail de tes propres salariés, entre guillemets. Ouais, de Ta façon propre concrète. condition de travail, quoi. Ouais, Ouais. ouais. Donc aujourd'hui, le marché est un peu plus en demande des entreprises qui incarnent leurs valeurs et qui ne sont pas juste dans le discours, voire même parfois, Ouais. dans le bullshit. Une entreprise ne remet pas à jour ses valeurs. Je veux dire, pour les entreprises anciennes, par exemple, il y a eu les valeurs fondatrices. Ça, c'est quelque chose, par exemple, qui est
Qui s'occupe de ça en fait? Parce que nous on le découvre, on le fait peut-être émerger, toi, tu le fais peut-être émerger justement, ces points de douleur, tu les fais émerger quand tu travailles avec les équipes? Bah, pas forcément, non, c'est pas évident comme ça, à faire émerger. Tu t'en rends compte, plutôt quand ça va pas, en fait. Heu, D'accord. Tu vois que le projet avance pas et après là, tu vas te poser la question de savoir pourquoi ça avance pas, pourquoi c'est bloqué D'où ça vient, ouais. et d'où ça vient. Pourquoi, par exemple, la hiérarchie a bloqué le projet, quoi. Et donc dans ces cas-là, tu te poses un peu la question des valeurs et de voir, pourquoi ça marche pas. Parce qu'en fait, quand ça marche, il y a pas besoin il y a pas besoin d'intervenir, quoi. Ah non, quand il y a pas de Faut y problème, aller. tu te poses pas de questions. Voilà. C'est quelque chose que je constate aussi, comme tu le disais, je veux dire, les valeurs d'une entreprise ou la nature des missions à mener pour une entreprise. On parle beaucoup d'éthique. Alors, je sais qu'il y a un vaste débat sur le design et l'éthique. On va pas Ouais. rentrer dedans. Ça, on en a pour 8 heures, sinon. Bon, si tu as 2 mots à dire, je suis ravi de les entendre. Mais le fait que ça prenne le pas même sur le niveau de salaire, les avantages, sans parler dans certaines boîtes, je te mets un baby-foot, le sujet est absolument plus là, quoi. Mmh. Ça, c'est quelque chose, je pense, qui est important que les managers ou les dirigeants en prennent franchement conscience de ça. Le design éthique, t'y crois pas? Alors, moi, j'aime pas trop le terme, design éthique ou comme ça. Moi, j'aime bien la conception d'Alan Cooper, qui parle de, être un bon ancêtre. La question, c'est qu'est-ce que tu raconteras à tes petits-enfants, Ouais, de ce que tu as fait de ta vie? Donc, c'est est-ce que tu, leur raconteras que tu as bossé pour, je sais pas, des startups, qui mettent des trottinettes en service, qui envahissent les trottoirs et qui, ont une durée de vie de même pas 30 jours? Heu, ou est-ce que tu vas leur raconter que tu as changé le monde, pour qu'il soit meilleur? Donc c'est pas forcément, tu vois, des grands choix, stratégiques, machin et tout, c'est juste, est-ce que, ce que tu fais, va plutôt améliorer le monde ou le détruire? ouais, ouais. Est-ce que ça a un sens? Est-ce que j'apporte du Ouais. ouais, ouais, est-ce que j'améliore le monde? Alors c'est vrai que ça fait grandiloquent, très très utopiste tout ça, à chaque fois dire: «Je veux changer le monde, je veux améliorer le monde». Mais ça part de là, ouais, tu Non, tu peux ouais, contribuer à tout ça, bien sûr. change sans enfin voilà, c'est juste, il y a des moments, tu as des choix à faire. Ce choix de d'Alan Cooper, moi, il me parle, beaucoup parce qu'en fait, il y a quelques années, j'avais une discussion avec mon frère et en fait, c'était un moment où il avait, le choix entre continuer à bosser pour la boîte, pour laquelle il travaillait et aller exploiter, du pétrole bitumineux au Canada ou OK. créer une boîte qui allait poser des champs de panneaux solaires. Et donc j'avais eu cette discussion-là avec, mon frère et je lui avais dit: «Ben, qu'est-ce que tu veux raconter à tes enfants et à tes petits-enfants?» Donc Ouais. exactement le même discours qu'Alan Cooper. Donc mon frère a fait le choix d'aller poser des champs de panneaux solaires. Heu Du coup, tu continues à lui parler, c'est bien. Voilà, exactement, je continue à lui parler, mais donc il a fait ce choix, ça lui a très bien réussi, Ouais, bien sûr. voilà, sans doute, il a été sans doute beaucoup plus heureux, dans cette entreprise-là qu'il a créée, qu'il a montée et que dans le choix, mais voilà, ça peut être tout simple en fait comme question, quoi. Il y a rien de fondamental ou effectivement d'aspect «je vais changer le monde». C'est juste, se dire, ben: «Est-ce que cette mission-là pour, le truc de trottinette, je l'accepte ou je l'accepte pas?» Bah, il y a peut-être des fois, tu es obligé d'accepter parce que tu as pas à bouffer et qu'il faut faire rentrer de l'argent, Mmh. j'en sais rien, ou tu te dis: «Ben, non, je vais la refuser et puis j'aurai bien une autre mission qui va arriver, sur un sujet, plus intéressant, peut-être un peu moins bien payé». Mais au moins, je vais pas contribuer à, saloper, les rues de Paris ou je sais pas quoi. Ouais, c'était super clair avec l'exemple de ton frère. Je pense qu'on a tous bien compris les questions qu'on peut se poser des fois. Ça relève du choix perso presque, mais voilà, ça fait écho forcément à nos propres valeurs à nous. Est-ce qu'il y a, il y a un sujet ou quelque chose qui tient particulièrement à cœur que tu aimerais partager avec nous? Il y a au-delà de la question de l'éthique, qui est très débattue en ce moment, moi je suis plutôt dans la question est-ce qu'on fait du design, durable? Voilà, dans le sens, ben, est-ce qu'on prend en compte l'aspect environnemental de ce qu'on conçoit? Avec les questions, ben, de tout simplement de réchauffement climatique qui se posent très fortement. Et ça, c'est un peu une de mes interrogations actuelles, c'est comment je peux continuer à faire du design, de l'expérience utilisateur,
tout en favorisant la préservation de la biodiversité et tout ça. Avec, enfin, c'est vraiment, ça rejoint cette question d'être un bon ancêtre, quoi. Ouais, Tu vois, ouais. avec, effectivement, les projets que j'ai actuellement, c'est encore des choses encore très numériques, tu vois. Enfin, Ouais. c'est pas forcément des choses qui vont améliorer le monde demain, tu vois. Je sais pas, un des derniers projets que j'ai fait, c'était pour une banque et pour voilà, de la relation client, quoi. Donc, enfin, c'est pas non plus ça qui va favoriser, je dirais, l'émergence de l'amélioration du monde, quoi. Ouais. Mais donc, voilà, moi j'aimerais bien aller vers des choses plus vers un design un peu plus holistique, qui prennent en compte l'ensemble des facteurs. Un design, on parlait aussi de design systémique. Mm. Et ça, franchement, c'est quelque chose qui me tient à cœur, plus que, tu vois, plus que de parler d'éthique. Vraiment, ce design holistique, ce design systémique qui prend en compte l'ensemble des facteurs, c'est quelque chose vers lequel j'aimerais euh, aller, en faire plus et vraiment le favoriser au sein des entreprises et des choses comme ça. Je pense que c'est encore, on parlait d'évolution du design et je pense que c'est encore une étape à franchir dans la conception et dans le design. Tu Donc, penses, tu penses que cette évolution, elle est uniquement liée à, parce que c'est parfois ce qu'on se dit entre nous, uniquement au marché français ou c'est quelque chose de plus global? Parce que, alors je suis pas du tout dans la position en disant c'est tellement mieux dans les autres pays, pas du tout. Est-ce que tu penses par exemple que on est un peu à la traîne par rapport à ça chez nous, alors, par je pense rapport à pas. l'Allemagne, à l'Italie? Je vais même pas citer les États-Unis parce que c'est trop facile, tu vois. Mais Alors, je pense pas qu'on en soit à la traîne, d'accord, clairement. ouais, Et alors là, franchement, par rapport aux États-Unis, je pense absolument pas qu'on soit à la traîne. Mais je pense que c'est lié à tout ce qui est réchauffement climatique et tout ça. Et je pense qu'il y a une part de la population qui a vraiment pris conscience de ça, mm, mais pas les dirigeants. Ou plutôt les dirigeants ignorent les signaux qu'on leur met sous le nez depuis 40 ans. C'est quelque chose que j'aimerais bien que ça change. Mais sincèrement, j'ai pas la solution, quoi. Si ce n'est que d'essayer de le faire à mon niveau. bien sûr. Euh, voilà. Mais simplement, je pense qu'à mon niveau, ça va pas suffire. Et je pense qu'on va aller vers une crise vis-à-vis de ça, à un moment ou à un autre. Alors, j'espère le plus tôt possible parce que plus tôt aura lieu la crise, plus tôt on pourra s'en sortir. Et moins les dégâts seront importants. J'ai très envie d'y réfléchir, d'y travailler et de faire des choses dans ce sens-là. Mais sincèrement, je n'ai pas la solution à mon niveau. Et je ne sais pas comment on peut faire avancer ça. Ouais, surtout qu'il y a sans doute un moyen d'arriver à concilier, on va dire, on va tomber dans le cliché, mais comme ça, ce sera compréhensible pour tout le monde, d'arriver à concilier des objectifs business, de rentabilité d'une société, tout en mettant en place des solutions. Je pense que si on se donne des contraintes liées à l'environnement, le fait de se donner des contraintes va permettre l'innovation. Et surtout, tu auras probablement un temps d'avance sur tes concurrents. Pour moi, c'est ça l'idée. Qu'il peut y avoir derrière ça pour rendre compatible entre guillemets le business et cette démarche euh, de design systémique ou de design holistique. Ouais, 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 ouais. Donc, donc c'est ça, c'est en se donnant des contraintes, tu vas prendre un temps d'avance sur tes concurrents, mais c'est pas seulement continuer, enfin tu pourras juste continuer à vivre en fait, ou ton entreprise continuera à vivre tout simplement. Mm, Parce mm. que si tu n'as pas prévu le coup, quand ça va arriver, parce que ça va arriver à un moment, ton entreprise, elle va juste mourir, quoi. Si Elle tu va es encore s'arrêter dans une maintenant, ouais. logique de business, de machin, de trucs, à un moment, voilà, la prochaine crise économique, si ton entreprise elle est pas rentable, tu vois, on regarde un Uber qui est toujours pas rentable comme entreprise ou qui marche sur de la dette, et ben il y a un moment, les banques à la prochaine crise, elles vont plus prêter, quoi. Et donc c'est là où on va avoir un souci, quoi. Et donc si tu es rentré dans une logique de design durable, de design systémique, et de choses comme ça, tu vas innover, tu auras un temps d'avance sur tes concurrents, et le jour où la prochaine crise va se pointer, parce qu'il y aura toujours une prochaine crise dans le système dans lequel on est, c'est inévitable, et ben, tu auras un temps d'avance et tu vas survivre à la crise, tout simplement. Si tu fais pas ça, si tu restes à faire comme les autres, à uberiser, à machin, à sous-traiter,
à exploiter du monde, bah, la prochaine crise, tu disparais juste. Tu seras le prochain Yahoo. Et encore, lui, il existe encore. Ses copains de l'époque, ils sont plus là, par contre. Donc voilà, ou sinon, tu as une visée à court terme qui n'est pas de produire de la valeur, mais juste d'augmenter la valeur de ta boîte pour essayer de la revendre. Voilà, bah ça, c'est un autre sujet. Ça, c'est un autre sujet. Ouais. Mais là, on retombe sur la question de l'éthique, du machin, du durable. Tout à fait. Mais dans ces cas-là, je dirais, tu n'as pas besoin de design et tu n'as pas besoin de UX pour essayer de faire ça. Ouais, clairement pas. Ouais, t'as pas besoin de nous. Non, c'est ça. C'est comme tu veux. Faut juste savoir faire des jolis PowerPoint et des choses C'est comme ça. ça. Voilà, Avec plein de schémas et plein de chiffres. et savoir vendre. Bah, merci beaucoup. Je répète, je mettrai le lien évidemment de ton blog, hein. Ouais. Si on veut bosser avec toi, bon, tu as ton site, je le mettrai aussi. Voilà. Est-ce que tu as, comme tu donnes beaucoup aussi à la communauté, est-ce que tu as des confs à venir? Est-ce que tu seras présent à des events cette année, dans les mois qui viennent, ou tu as prévu des Ouais. trucs ou... Alors, j'en ai deux prévus pour l'instant. Donc, j'ai Mixit à Lyon qui est à la fin du mois, là, Ok. le 23-24, si je ne me trompe pas. Et je serai à Passage en Seine aussi fin juin, Ok. le 27 ou 28 juin, je ne sais plus. Je mettrai tout ça, que les gens puissent venir te voir s'ils veulent en apprendre plus. Ça sera cool. Bah, exactement. Sinon, ils peuvent, faut pas hésiter à me contacter sur Twitter ou comme ça, ou même m'envoyer un mail. Il n'y a pas de souci. Généralement, je réponds. Ouais. Si je réponds pas, faut juste me relancer parce que ça veut dire que j'ai juste mis ah, il faut que je réponde. Ah, je le ferai plus tard. Ah, et puis j'ai oublié plus tard. Ah, j'ai oublié de lui répondre à lui en fait. Ok. Voilà. Ok. Bon bah c'était sympa. Merci en tout cas d'avoir essuyé les plâtres de ce nouvel exercice chez moi. J'espère que les gens apprendront quand même des choses sur ce que tu as bien voulu partager avec nous. Ouais, et puis j'espère que j'ai pas trop dit de bêtises, enfin pas plus que d'habitude. Ouais. Je pense que ça ira. T'as tenu tout le long, bravo à toi. J'espère que tu as su saisir les pépites qu'a partagé Raphaël avec nous. Tu peux le retrouver sur son site iergo.fr et sur son blog blocknote.iergo. Je te mets tout ça dans la description, ainsi que les événements auxquels il sera présent les prochaines semaines, les prochains mois. Raphaël donne énormément à la communauté, et ce depuis de nombreuses années, et tu peux assez facilement sur internet trouver des vidéos de ses interventions et de ses conférences qu'il a données lors d'événements majeurs. Je suis assez curieux de connaître ton opinion et tes questions sur les sujets abordés lors de cet entretien. Alors n'hésite pas à réagir en laissant un commentaire. Si tu souhaites faire évoluer ton business vers un autre niveau de performance, je t'invite à me contacter par message privé ou par email pour réserver ta session stratégique de 30 minutes avec moi, au cours de laquelle on pourra faire le point sur tes problèmes et voir quel type de solution on peut y apporter. Si tu as trouvé cette vidéo utile ou si tu penses qu'elle pourrait servir à quelqu'un, alors partage-la sur les réseaux sociaux, laisse-moi un petit pouce bleu pour m'encourager et booster la visibilité de cette chaîne. Je te dis à très vite. Salut!